Bonjour à tous, ravie de vous accueillir et ravie d'être parmi vous pour évoquer un sujet qui est la cybersécurité. Alors, on ne va pas vous refaire le panorama de l'actualité. On pense que vous suivez les informations et que vous avez déjà entendu parler de ce sujet. L'idée, pendant cette heure, c'est de parcourir en quoi l'agroalimentaire est concerné par ce sujet-là, quels sont les risques, la réalité de ces risques concernant l'agroalimentaire et de faire une plongée un peu dans ce sujet qui paraît technique mais qui est aussi bien dense en Bretagne, sur le territoire régional. Donc c'est une thématique évidemment internationale et vous avez entendu parler de pas mal de cyberattaques au niveau international, beaucoup de sujets géopolitiques. Là, on va rester vraiment sur des sujets extrêmement pragmatiques, espérant que vous puissiez vous projeter sur la réalité de ce sujet dans vos industries agroalimentaires. Alors pour ce faire, on a la chance d'accueillir Olivier Sauvage, qui est le RSSI du groupe Coperl, et puis des intervenants des sociétés de cybersécurité qui vont pouvoir illustrer justement l'ensemble de ces enjeux. Alors on va peut-être démarrer déjà par le témoignage d'Olivier sur la réalité de ce qu'est une attaque cyber dans le milieu agroalimentaire. Je crois que la date un peu fatidique, c'était mai 2020, je crois, Olivier. Si vous pouvez partager avec nous un petit peu ce qui s'est passé pour Coperl à ce moment-là. Merci. Oui, donc c'est arrivé un 8 mai, un jour férié, un 8 mai 2020, il y a 4 ans déjà. Et donc c'était un samedi matin, voilà, donc branle-bas de combat dès 7h le matin avec les appels d'astreinte. Et en fait, le système d'information n'était pas accessible, hein, donc plusieurs appels. Et en fait, on s'est vite aperçu que nos serveurs, nos postes commençaient à être chiffrés. Donc c'était au moment du Covid, hein, donc où on avait... c'était le moment du télétravail, donc c'était l'ouverture un peu précipitée. Ça, c'est un peu la cause, hein, de cette cyberattaque. Hein. On avait ouvert un petit peu trop notre système d'information, comme beaucoup d'entreprises. Et voilà, et on s'est fait un petit peu avoir. Et donc, ils ont très, très rapidement pris la main sur notre système d'information et ont attaqué les cibles les plus importantes, hein, qui sont souvent l'Active Directory et nos systèmes de sauvegarde, hein, pour être sûr de ne pas repartir. Voilà, donc ça a été un moment assez difficile, hein, surtout dans un groupe comme Coperl où il y a plus d'une trentaine de sites industriels. Donc vous avez le monde de l'IT, mais aussi l'OT qui peut en pâtir. Voilà, donc nous, ça a eu un impact assez important sur l'IT, hein, avec plus de 500 serveurs impactés et des milliers de postes, hein, donc des centaines de postes. Et ça a duré quelques temps, hein, donc une gestion de crise. Voilà, mise en place d'un PCA, hein, lié à des demandes de la direction, et une reconstruction de 6 mois. Voilà, 6 mois pour reconstruire. Donc voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette thématique, la cybersécurité, c'était pas un sujet. Hein. On avait bien sûr un antivirus comme tout le monde. On avait des sauvegardes comme tout le monde, que personne ne regarde, pas forcément. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui étaient en place, mais pas approfondies, on va dire. Voilà. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses, hein, parce qu'on a reconstruit selon des bonnes pratiques, en étant accompagné. Voilà. Et c'est vrai que, je ne vais pas dire grâce à ça, parce que les 6 premiers mois, je ne disais pas ça, mais grâce à ça, ça a débloqué beaucoup de choses. Hein. Moi, j'avais une équipe, donc moi je suis CTO, donc je suis directeur technique depuis une dizaine d'années, et j'ai pris cette casquette de RSSI depuis 4 ans. Et donc j'avais une équipe infrastructure d'une vingtaine de personnes. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe de 40 personnes. Voilà, donc j'ai presque doublé mon équipe. Voilà, donc ça a apporté pas mal de choses. Et que ce soit dans ce sujet qui est devenu... on a un budget cyber, hein, ce qu'on n'avait pas avant. Il était un peu noyé dans tout le reste. On a des équipes cyber, on a des solutions cyber un peu plus avancées. Voilà, on est un peu plus prêt aujourd'hui.
On aura l'occasion de parcourir justement les étapes et les priorités de ce qu'il y a à mettre en place quand on subit un incident de cybersécurité. Peut-être, Imen, sur l'enjeu justement du panorama des risques et de la menace, parce qu'il faut savoir que la cybersécurité, c'est un sujet qui est traité au niveau national avec une agence nationale qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui édite tous les ans un panorama de la menace. Et donc celui 2023 est sorti assez récemment, qui fait état un petit peu de ce qui s'est passé en incident de cybersécurité en 2023. Est-ce que peut-être vous pouvez nous justement faire ce focus sur la réalité des risques avec une vision pour l'agroalimentaire en particulier, qui est une filière concernée par les attaques cyber? Oui, bien sûr. On m'entend bien? Oui, ok, super. Bon, déjà, bonjour à tous et à toutes, et merci au CFIA pour l'invitation. Juste pour me présenter en une ligne, je m'appelle Imen Lebouki et je suis actuellement analyste en Cyber Threat Intelligence chez Own, qui est une société spécialisée dans le cyber qui a été créée sous le nom de Sequoia, que vous connaissez peut-être un peu mieux. Du coup, pour répondre à ta question, Tiffaine, ça va surprendre personne, mais en fait, ce qui ressort du panorama de la menace de l'ANSSI, mais aussi de mon quotidien en tant qu'analyste CTI, c'est que la menace cyber, clairement, c'est une menace qui augmente et qui augmente dans toutes ses composantes. Donc ça va de l'espionnage à l'extorsion et en passant par la déstabilisation. Et cette augmentation, en fait, elle se répercute dans la quantité des attaques et dans la variété des victimes. Et donc récemment, par exemple, il y a Vincent Strubel, qui est à la tête de l'ANSSI, qui avait dit une phrase que j'avais trouvée assez marquante, qui était on n'a plus besoin d'être une cible pour être une victime de cyberattaque. Et ça, je trouve que c'est particulièrement vrai pour le secteur de l'agroalimentaire, qui n'est pas tant ciblé pour ses intérêts stratégiques, mais qui compte pour autant pas mal de victimes, notamment des victimes de rançongiciel, parce que ça reste un secteur avec beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore matures au niveau cyber, comme on l'a dit. Ensuite, l'augmentation des attaques, elle va de pair également aussi avec l'amélioration de la capacité des attaquants. On a des modes opératoires d'attaque qui sont de plus en plus furtifs, qui affinent leurs techniques, qui sont plus réactifs. Et ces attaquants, globalement, on peut les subdiviser en trois grands groupes, qui sont les menaces avancées affiliées à des États, les cybercriminels, donc là ça va être surtout les rançongiciels, et les activistes qui cherchent, eux, à faire passer un message politique. Et en fait, ces trois menaces, on va les retrouver dans le secteur agroalimentaire, mais si je dois être le plus transparente possible, au quotidien, concrètement, dans mon travail d'analyste CTI, ce que je retrouve le plus sur le secteur, bien évidemment, ça va être des attaques à des fins d'extorsion. Donc, surtout de la menace générique, du phishing classique, du stealer et des rançongiciels. Par exemple, sur l'année 2023, on a recensé 250 attaques par rançongiciel, dont 40 en 2024. Donc voilà, ça c'est intéressant de l'avoir en tête. D'autant plus que, par exemple, les rançongiciels, ils connaissent des évolutions. Il y a le FBI qui avait alerté sur le fait que les acteurs du ransomware, ils étaient de plus en plus enclins, par exemple, à attaquer des coopératives agricoles pendant des saisons critiques de plantation et de récolte. Ça, c'est intéressant, par exemple, de l'avoir en tête, de la même manière que c'est une menace qui ne cible pas exclusivement l'IT, mais qui aussi se développe aussi, du coup, pour cibler des systèmes intelligents, de la technologie opérationnelle. Et là, pareil, les impacts sont différents. Et donc voilà. Après, ce qui se développe aussi dans le secteur, par exemple, ça va être l'activisme qui est du cybercrime politique. Et donc là, c'est surtout des attaques de déstabilisation pour porter atteinte à la réputation. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, en tout cas ressurgir sur le secteur, notamment du fait du contexte géopolitique qui est assez tendu avec Ukraine, Russie, Israël, Hamas. Et on a pas mal d'entreprises, y compris du secteur agroalimentaire français, qui sont touchées par des attaques par déni de services distribués, donc du DDoS, ou aussi par des campagnes de boycott, etc. Et je pense que vous vous en doutez, mais par exemple, la perspective des JO aussi, ça a fait que l'attention est recentrée autour de la France et que du coup, ça, c'est quelque chose qu'on va de plus en plus voir. Et je vais vite terminer en disant aussi que l'ANSSI, par exemple, elle a pas mal
Insister aussi sur l'espionnage industriel. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur le secteur, mais je dirais qu'on y est extrêmement peu confronté dans la mesure où ce qui intéresse ces acteurs affiliés à des États, à la Russie, à la Chine, à la Corée du Nord, ça va être surtout relatif à la défense, à l'aérospatiale, mais quand même un peu moins à l'agroalimentaire. Et je finirai par dire quand même, je finirai par une petite touche positive en disant que ce qu'on observe aussi, c'est des entreprises quand même qui sont globalement mieux préparées, et une entreprise qui est bien préparée, elle sera beaucoup moins, voire presque plus exposée aux menaces génériques et au ransomware. Et donc ça par exemple, ça enlève un grand pan de la menace, en tout cas pour le secteur agroalimentaire. Et mon conseil, ce serait que la prévention en amont, ça coûtera toujours moins cher en fait que de faire face à une cyberattaque. Et ça passe par une bonne défense, mais aussi ça passe par une bonne connaissance de la menace. Et c'est un peu ici que mon métier d'analyste CTI prend son sens. Tout à fait. D'ailleurs, pour être préparé, sachez qu'il y a une directive qui est en train d'être mise en place cette année, en 2024, la directive NIS 2. Peut-être, Sani, tu peux nous en dire quelques mots justement de cette directive NIS 2 qui concerne les acteurs qui sont présents ici dans la salle et qui sont présents dans ce salon. Bien sûr. Donc, juste pour me présenter rapidement, donc moi c'est Sina Koubi, je suis technical leader au sein de la société Ornisec, qui est une société spécialisée en audit et en conseil, cybersécurité pure player. Et donc oui, en effet, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la directive NIS est une directive européenne qui a été publiée initialement en 2016 avec une transposition en 2018 pour sa première version. Et donc, au niveau européen, ils ont eu l'ambition notamment de passer d'une cybersécurité de secteur critique à une cybersécurité de masse, donc d'élargir fortement le spectre. La première version du NIS, qui concernait à peu près 300 entités, passe à plus de 10 à 15 000 entités pour la deuxième version. Donc deuxième version qui devrait arriver pour sa transposition nationale fin d'année. Donc cette directive-là, notamment dans sa première version, concerne 8 secteurs d'activité. Elle passe à 18 dans sa deuxième version et notamment concerne le secteur de l'agroalimentaire. Dans la directive, notamment, ce qui est décrit, c'est d'un passage initialement dans sa première version à des opérateurs de services essentiels à 2 types d'entités différentes, donc les entités essentielles et les entités importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les sociétés qui globalement ont une activité métier qui correspond à des secteurs critiques qui sont définis dans la directive et qui ont un nombre d'employés supérieur à 50 ou un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros seront concernés. Donc ça élargit fortement le spectre et d'autant plus que les exigences sont assez fortes. En termes de mesures de sécurité, ce qui se rapproche beaucoup du NIS, c'est notamment, on va dire, dans les grandes lignes, l'ISO 27001, on va retrouver des mesures d'hygiène de sécurité, le fait d'avoir un plan de continuité de reprise d'activité, de gérer correctement les actifs. Ça embarque également les autres services type RH, avec des politiques de gestion d'arrivée et de départ, etc. Et donc c'est donc un fort enjeu pour l'agroalimentaire. Ouais, merci. Alors là, on ne veut pas vous faire peur. Il y a aussi des démarches structurées et des solutions. Peut-être l'enjeu, comme ça a été évoqué tout de suite, de la prévention et des bonnes pratiques est un enjeu important. Erwan, peut-être vous pourriez nous décrire aussi justement cette démarche de bonnes pratiques, de sensibilisation et d'accompagnement des industriels de l'agroalimentaire à la cybersécurité. Merci Tiffaine, bonjour à toutes et à tous. Je me présente en quelques mots, donc Erwan Brillon. Je suis account exécutif au sein de la société Concio Technologies, qui est un éditeur de logiciels pour justement créer des campagnes de sensibilisation et de test phishing. Effectivement, le sujet de la cybersécurité dans le milieu de l'industrie agroalimentaire est assez récent et peut parfois faire peur quand on est à l'extérieur, mais il faut savoir qu'il existe des façons très simples de se protéger et notamment de faire passer les bonnes pratiques auprès de vos collaborateurs. Donc pour ça,
on développe différents modules de sensibilisation et e-learning à travers des formats très courts dans lesquels on va expliquer dans un premier temps que la menace existe, on va décrire cette menace-là, les conséquences que peuvent avoir un incident cyber, soit sur un système de production, soit directement sur un logiciel de gestion de paie ou tout simplement de RH plus globalement. Et à travers ces petits modules, on va tout simplement dire à vos collaborateurs, faire passer le message en disant la menace c'est celle-ci, les façons de se protéger sont très simples, les voici. Il y a une analogie que j'aime beaucoup dans la cybersécurité, tout secteur confondu, mais qui s'y prête bien au milieu de l'industrie, c'est l'analogie du renard et du hérisson. Ça va en faire sourire certains, je pense. Mais le renard étant le cyberattaquant, l'hérisson, tout simplement l'entreprise qui va être ciblée. Et le renard va essayer maintes et maintes techniques pour essayer de manger ce fameux hérisson. Et le hérisson se défend toujours d'une seule et même manière. Il va tout simplement se mettre en boule et redresser ses pics. C'est la façon la plus simple. Donc les messages à faire passer sont très basiques et la prise en compte des sujets cyber sont très accessibles. Donc il faut bien évidemment pratiquer ces bonnes pratiques dans la construction et la reconstruction d'un SI, comme ça a été évoqué juste avant, puisqu'il y a ces bonnes pratiques pour avoir un système bien protégé, mais il faut aussi faire passer le message à l'ensemble des collaborateurs en disant vous serez forcément une cible, mais pas de panique, on peut vous aider à protéger très facilement votre quotidien en envoyant quelques petits modules de sensibilisation, réaliser des tests phishing également qui font partie des bonnes pratiques à réaliser pour tout simplement entraîner vos collaborateurs à vivre des situations stressantes et les entraîner à avoir le bon réflexe face à des situations potentiellement dangereuses. Donc le message est plutôt simple en fait. Merci beaucoup. Et justement, sur cet aspect sensibilisation et formation, parce que la cyber, ce ne sont pas que des solutions techniques à déployer, c'est aussi un accompagnement, une montée en compétences des salariés en entreprise et la capacité à recruter aussi des profils, c'est-à-dire il y a des équipes RSSI, d'ailleurs Olivier vous évoquiez une quarantaine de personnes dans votre équipe, mais il y a aussi besoin de former. Eric, est-ce que vous pourriez nous faire un point justement sur les opportunités de faire monter en compétences et de former en Bretagne, hein, parce qu'on a la chance d'avoir un beau réseau d'écoles et de savoir-faire sur le sujet. Oui, merci. Éric Martin, je suis professeur à l'école d'ingénieurs NCBS. Donc c'est une école qui forme 900 ingénieurs, donc dans différents domaines d'ailleurs, à la fois le génie industriel, la mécatronique, mais également la cybersécurité, bien évidemment. C'est une école qui fait des formations dont une grande partie sont labellisées par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc on délivre également des certificats pour ceux qui ont suivi ces formations. Et je suis plutôt compétent dans le domaine de la cybersécurité industrielle puisque je suis à la fois enseignant et chercheur dans ce domaine. Une fois que j'ai dit ça, j'ai aussi la responsabilité de la formation au sein du pôle d'excellence cyber où on travaille de la cybersécurité souveraine en particulier. Et on s'est longuement penché sur les métiers de la cybersécurité et tout récemment sur la cybersécurité dans les métiers. Pas tout à fait la même chose. Alors, je prends un exemple qui est le ROM V4 de France Travail. Alors, je ne sais pas si on est tous en train de regarder assidûment les référentiels des métiers et des compétences que décrit France Travail, ex-Pôle emploi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une vingtaine de métiers dont les compétences cybersécurité commencent à apparaître, alors que ce ne sont pas des métiers de la cybersécurité. Je prends des exemples comme celui de design industriel, de management d'ingénierie de la production, d'installation d'équipements, de maintenance. Vous retrouverez dans ces fiches ROM des exigences de connaissances et de compétences dans le domaine de la cybersécurité, comme par exemple anticiper les risques de la cybersécurité, comme ces compétences en termes de contribuer à la cybersécurité de l'entreprise ou s'assurer du respect des règles de cybersécurité. Donc on a ce que l'on va retrouver dans la plupart des normes, des préconisations. Vous parliez de la 27001, la 62443, les guides de l'ANSSI, quelles que soient les sources, sensibiliser et former. C'est la première protection, c'est l'indispensable protection. Derrière, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les cadres et dirigeants d'entreprise ont également 5 domaines de responsabilité immédiate, qui d'ailleurs ne sont pas des responsabilités techniques. La première, c'est la maîtrise des enjeux juridiques.
Qui dit cyberattaque dit risque de vol de données, de problèmes de confidentialité, de règles de RGPD. Celui qui va se trouver devant le tribunal, c'est bien le dirigeant. C'est bien de sa responsabilité de concevoir les règles, de les arbitrer lorsqu'elles sont mises en place. Deuxième point, c'est celui d'accepter les risques résiduels. Alors on le fait tous dans le domaine de la qualité. J'ai longuement enseigné dans le domaine de la qualité industrielle. Forcément, il y a des risques résiduels qui peuvent exister lorsqu'on traite de la qualité des produits. Lorsqu'on parle de processus de contrôle qualité, c'est les mêmes risques résiduels dans le domaine de la cyber. Le risque zéro n'existe pas. C'est bien le dirigeant, le cadre, qui est en capacité de dire « ce risque-là, je l'accepte ». Ensuite, piloter sa cybersécurité, c'est bien d'avoir une politique de sécurité du système d'information, d'avoir de l'hygiène numérique, vous en parliez tout à l'heure. C'est bien une politique qui est sous la responsabilité directe du cadre dirigeant. J'ai fréquemment vu dans les entreprises agroalimentaires des dirigeants sensibilisés et les choses s'installent. Vous en parliez chez Cooperl tout à l'heure. Et puis des choses qui n'ont pas encore cette sensibilité, et si la direction ne l'assume pas, ça se met rarement en œuvre. Enfin, piloter les plans d'activité, notamment le plan de continuité d'activité, de reprise d'activité. Le risque est arrivé, on est dans une crise. Peut-on continuer à délivrer nos prestations, nos produits, nos services ? Et enfin, c'est bientôt aux dirigeants d'homologuer son système d'information ou son système d'information industrielle. Et donc tout ceci, on le retrouve à travers, je dirais, 3 grandes formations que propose l'ANSSI, qui sont, je dirais bien sûr, proposées au sein de l'école d'ingénieurs, mais on n'est pas les seuls. Beaucoup d'adhérents au sein du pôle d'excellence cyber, beaucoup de mes collègues autour de la table aussi le connaissent. La cybersécurité pour les TPE, PME, ça c'est l'objectif de la compréhension pour le dirigeant. L'analyse du risque. C'est pas une affaire purement technique, l'analyse du risque. L'impact social, environnemental, financier que l'on peut avoir, c'est bien vous qui le connaissez dans votre entreprise. Vous êtes les seuls à pouvoir le mesurer. Et puis enfin, la cybersécurité industrielle, parce que malheureusement, on a beaucoup de croyances sur son produit industriel en disant, de toute manière, on n'est pas connecté à Internet, on n'a rien à craindre. Ça, c'est la première chose qu'on entend. Et plein d'autres choses pour lesquelles on sait que malheureusement, on peut être exposé avec des solutions managériales et techniques qui ne touchent pas les mêmes personnes que celles que l'on a dans le SI général. Voilà quelques mots, donc sachez vous armer par cette formation, cette sensibilisation pour prévenir vos risques. Merci beaucoup. Olivier, en fait, quand on est un groupe comme Cooperl, on a un réseau de sous-traitants en particulier, et on a évoqué la directive NIS 2. Est-ce que justement les acteurs avec lesquels vous travaillez, les sous-traitants, c'est quelque chose qui voit le jour en 2024, cette prise en compte de la directive NIS 2 au sein des sous-traitants, ou dans la façon dont vous allez élaborer le dialogue avec ces acteurs-là ? Si vous parlez des externes qui peuvent intervenir chez nous, donc bon, déjà il y a plusieurs approches. Il y a une approche déjà d'outillage qui est importante parce que certains ont une pénétration sur nos systèmes d'information qu'on doit contrôler et qui n'est pas forcément le cas partout. Si on regarde les dernières attaques qu'il y a eu chez des groupes agro ou autres, ce sont des externes qui ont apporté la menace. Donc voilà, il y a des systèmes aujourd'hui de PAM, de bastions qui permettent de contrôler tout ça. Donc ce sont ce type d'outils qu'il faut mettre en place pour sécuriser cette partie-là. Et plus on va dire dans la gouvernance liée à NIS 2 ou autre, on peut aller jusqu'à des plans assurance sécurité, donc des engagements qu'on peut avoir avec nos prestataires externes sur, on va dire, leur engagement cyber avec nous. Voilà. Ok, merci. On va intervertir les tables rondes, mais avant de vous laisser tous les quatre, est-ce que vous avez un message un peu pragmatique, un conseil à donner justement pour ne pas subir et avoir peur, mais bien pour être plutôt proactif par rapport à cet enjeu de la cybersécurité, qui n'est pas le cœur de votre activité, mais qui est nécessaire pour garantir cette continuité d'activité dans vos entreprises ? Oui, donc en quelques mots, je pense que sans parler forcément de réglementation ou autre, il est important pour assurer justement la continuité d'activité, la reprise d'activité,
de prendre en compte la cybersécurité. Et donc, pour cela, il y a des choses qui peuvent être assez simples, qui peuvent être réalisées sans forcément aller trop dans le détail. On peut commencer par un diagnostic cybersécurité, un état des lieux, autant organisationnel que technique. Hein. Il faut jamais lâcher l'une partie de l'autre parce que les deux sont fortement liés. Et donc de cet état des lieux découlera un plan d'action qui sera important de suivre pour déjà, on va dire, initier la démarche cyber au sein de l'entreprise et donc, on va dire, faire les premiers pas vers la conformité à certaines réglementations et notamment NIS 2 pour l'agroalimentaire. Bon, moi j'ai déjà donné un conseil tout à l'heure, mais si je devais dire un deuxième conseil, ben, ce serait simple, hein, ça continue dans la lignée, ce serait vraiment surveiller et prendre en compte les risques de base par de la sensibilisation notamment, et ça je pense que c'est accessible à toutes les entreprises et c'est déjà un premier pas à faire. Ça va sensiblement se ressembler aussi, mais ça va être surtout de bien analyser vos risques et vos menaces et à vous de passer le curseur d'acceptation comme on l'a évoqué tout à l'heure et d'être proactif sur le sujet. Gardez en tête que quoi qu'il arrive, vous serez une cible, même si vous pensez ne pas être intéressant pour les cyberattaquants. On l'entend souvent dans notre secteur, c'est plus la question est-ce qu'on va se faire attaquer, c'est quand est-ce qu'on va se faire attaquer. Gardez ça en tête. À partir de ce moment où vous acceptez ce risque, vous allez pouvoir avoir forcément une ligne de conduite qui va se dégager pour mettre en place toutes les actions, que ce soit de prévention, autant sur la rectification ou le patch par exemple de certains systèmes d'information. Et si j'avais un dernier conseil, c'est prenez en compte le facteur humain dans la cybersécurité. C'est très important. Eh bien, vous me volez la dernière parole, puisqu'effectivement, j'allais dire, le capital humain, celui que l'on peut avoir, la confiance de tous, c'est vraiment la première des mesures à faire. Rassurez-vous, les attaquants passeront par le maillon le plus faible. Hein, donc si ça reste uniquement une affaire de DSI, hein, je suis désolé, mais un peu à l'intérieur d'un microcosme de l'entreprise, la cybersécurité ne sera pas appliquée. Si c'est vraiment un capital que l'on partage, croyez beaucoup en ce capital. Hein, ce n'est pas uniquement, je dirais, une affaire de geek, c'est une affaire de tous et il faut savoir investir. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Alors sachez que nous avons un village cyber dans le hall 2-3, donc vous le verrez sur le plan, il est indiqué, où il y a la présence de l'ensemble de ces intervenants. On va juste intervertir les tables rondes, on va remercier Own, Concio Technologies, Ornisec, NCBS, et puis on va appeler Wallach, Oversoc, Provexio et Formine pour passer à l'autre partie de la thématique que l'on voulait partager avec vous. Merci beaucoup à vous quatre. Ok, donc merci à vous quatre d'être présents. Alors, Formine, je ne le vois pas. Jean-Charles. Bon, on va démarrer, on va enchaîner, c'est pas grave. Pour revenir un peu là sur cet incident cyber, donc en fait, Olivier, vous avez eu à faire ce qu'on appelle de la gestion de crise. C'est quoi les grandes étapes en fait de cette gestion de crise et également en termes, parce que là on va s'intéresser dans cette deuxième table ronde aux solutions et au budget, parce que souvent c'est quelque chose où on se dit ouais, en fait la cyber ça coûte cher, donc comme c'est du risque, je vais prendre le risque. Alors vous avez compris avec la table ronde précédente que c'est pas vraiment une bonne idée parce que le risque il est à peu près sûr. Donc en termes de démarche déjà, quand on subit cet incident, est-ce qu'on est préparé à une gestion de crise? C'est quoi l'enjeu de la communication sur l'interne et des solutions, les priorités de solutions techniques à mettre en œuvre? Ça serait quoi? Déjà dans la gestion de crise, on n'est jamais prêt à ce type d'attaque, hein, surtout dans l'agroalimentaire. Les directions sont prêtes, eux, parce qu'ils ont des plans de continuité d'activité qui sont liés au métier. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une direction qui avait cette habitude-là, donc elle a su prendre une gestion de crise, dont nous définir un plan de continuité, en tout cas des priorités, et sur lesquelles on s'est basé pour redémarrer les applications qui pilotaient le business.
Mais on n'est jamais prêt pendant ces moments-là. Il faut prioriser, et on priorise par rapport à ce qui a été défini par la direction. Je voulais revenir à tout ce qui est dit tout à l'heure aussi sur les bonnes pratiques et comment imposer ça. Je pense que Nice 2 va être une opportunité pour tout le monde d'aller vendre à une direction l'obligation, on va dire entre guillemets, de mettre en place une politique cyber en entreprise. Après, sur les solutions à mettre en œuvre pour éviter le pire, moi je verrais deux aspects, en tout cas deux thématiques. La partie gouvernance, c'est toute la partie sensibilisation des utilisateurs autour de la messagerie, autour du phishing, etc. Parce que c'est quand même le premier vecteur d'entrée des attaquants. Une organisation cyber interne pour gérer les incidents, en tout cas la surveillance. Voilà, donc ça c'est plus le côté gouvernance. Et côté un peu outillage, parce qu'il faut de l'outil dans la cyber. La première chose que je mettrai en place, c'est bien sûr un EDR, clairement. Alors un EDR, c'est Endpoint Detection Réponse. C'est pour moi une évolution des antivirus qu'on a eu pendant des années, qui travaillaient sur la signature. Et là, on a intégré un peu de comportemental basé sur des tactiques et des techniques d'attaque qui permettent en fait de détecter une compromission. D'accord ? Donc on va un peu plus loin et on y ajoute aussi un petit peu d'analyse forensique, etc. Pour les différentes attaques. Donc la première chose que je mettrai en place, c'est un EDR. C'est quelque chose qui maintenant arrive avec des tarifs de nos antivirus qu'on avait classiquement il y a quelques années. Et la deuxième chose, les forces que je mettrai, donc tout à l'heure j'ai parlé sur la sensibilisation, mais peut-être la protection de la messagerie. Et le troisième volet, c'est vos sauvegardes. Voilà. Travailler sur vos sauvegardes. Aujourd'hui, on a évolué autour de ça. Il y a des solutions d'immobilité. Donc c'est des sauvegardes qui ne peuvent pas être modifiées par des rançons logiciels. Travailler aussi l'externalisation de vos sauvegardes. Remettez de la bande. Nous, clairement, on a remis de la bande. Alors, ça peut paraître un peu fou, mais allez-y et externalisez dans d'autres bâtiments. Il y a des spécialistes comme Iron Mountain, etc., qui stockent vos sauvegardes pour vous. Mais remettez de la bande et travaillez sur vos sauvegardes avec de l'entraînement autour de ça. Merci. Alors, quand on est une PME, acteur de l'agroalimentaire, on n'a pas forcément un RSSI en interne, on n'a pas forcément l'équipe qui va bien. Donc, parfois, on a besoin d'externaliser ou au moins d'être accompagné à la hauteur de ces enjeux en tant que PME. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous décrire justement cette approche de la cybersécurité à destination des PME ? Et on parle souvent de coûts et finalement, ça peut paraître un frein, mais il peut y avoir aussi des façons innovantes d'intégrer les coûts de la cybersécurité dans son activité. Tout à fait. Très rapidement pour moi, Alexandre Maté-Doré, donc je suis ingénieur en cyberdéfense et cofondateur de la société Wallach. Donc, il y a effectivement ce rôle de RSSI qui a été mentionné 2-3 fois depuis tout à l'heure. Donc l'acronyme, c'est responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est la personne qui est en charge de la cybersécurité dans une entreprise, en fait, quelle qu'elle soit. Le fait est que c'est un profil qui est assez coûteux, c'est un profil qui aime bien aussi toucher à tout, qui aime bien du coup, qui a beaucoup de sujets, beaucoup de projets. Et dans une PME, on n'a pas toujours et les sujets et les financements qui permettent en fait tout simplement de bénéficier de ce type d'acteur. Pour autant, c'est un acteur qui est incontournable parce qu'en fait, pour faire un comparatif avec ce que vous connaissez déjà dans l'industrie, vous connaissez déjà le rôle de responsable qualité, je pense, à peu près tous. Le principe, c'est que quand on a voulu mettre en place des démarches qualité dans une structure, on n'est pas allé confier ça au responsable de l'atelier, on n'est pas allé confier ça au responsable méthode, d'accord ? C'est pas le dirigeant qui l'a pris sur lui. Généralement, on a pris un responsable qualité parce que c'est un vrai métier qui fait appel à de vraies compétences. Là, c'est le même sujet en fait sur la partie cybersécurité. C'est pas un sujet d'informaticien, c'est pas un sujet de service informatique, c'est un vrai sujet à part entière qui nécessite des profils et des compétences particulières. Donc après, sans faire de la réclame, il existe des offres, de multiples offres aujourd'hui qui permettent d'externaliser ça avec des formats de temps partagé, des formats où vous pouvez vous aider d'un logiciel pour aller compléter des questionnaires et puis être appuyé par des experts sur la manière de mettre en place des choses. Il y a d'autres structures qui vous proposent d'externaliser complètement le sujet et ainsi de suite. Sur la question des coûts, juste pour revenir là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a le bon profil, qui va déjà vous emmener dans la bonne direction, c'est plutôt une bonne nouvelle, il va falloir en face se demander quel budget on met sur la table. Et en fait, la cybersécurité, en termes de budget dans l'industrie, ça se gère comme tout le reste. C'est-à-dire que d'un côté, on a un premier enjeu qui est la réduction des coûts. D'accord ?
La réduction des coûts, elle va se faire par d'abord une feuille de route précise et qui reste adaptée. D'accord ? S'amuser à dépiler le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI, l'ISO 27001, etc. dans l'ordre et cocher toutes les cases. En fonction de votre entreprise, ça n'a aucune espèce d'intérêt. D'accord ? Accumuler des technologies qui parfois font la même chose, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Donc à un moment donné, la première chose pour réduire les coûts, c'est d'aller chercher uniquement les mesures de sécurité nécessaires et suffisantes pour l'entreprise. D'accord ? Et de l'autre côté, vous avez une autre manière de financer la cybersécurité, c'est par la valeur ajoutée. D'accord ? Vous pouvez, dans l'industrie, ça se fait très bien, je connais des entreprises qui le font, vous pouvez très bien, de la même façon qu'aujourd'hui, vous étalez vos frais de structure sur le coût de revient en fait, de différentes pièces, de différents produits, vous pouvez avoir le même raisonnement en fait, sur de la cyber, en considérant ça comme des frais de structure, des frais fixes, d'accord, et étaler en fait, ce coût de revient pièce par pièce, et après, au choix, soit simplement financer par du chiffre d'affaires, du coup, ce coût de revient, en allant justifier des hausses. Hein, on est dans des tendances inflationnistes en ce moment, il faut justifier ces hausses. Justifier une hausse par de la cyber, ça passe assez bien avec les donneurs d'ordre. Et en face, donc soit on reste sur du pur chiffre d'affaires, soit on va carrément chercher de la valeur ajoutée en disant je marge aussi sur la cyber parce que c'est aussi une manière de produire de la valeur ajoutée pour mes clients. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est les multiples dispositifs de financement, mais ça dépend de votre structure, de votre région. Toutes les régions ont créé leur dispositif, BPI France a son dispositif, les EDIH ont leur dispositif. Aujourd'hui, il y a largement de quoi financer une démarche du diagnostic jusqu'à la mise en place, le contrôle, absolument tout. Oui, complètement. Des diags cyber sont bien développés maintenant. Il y a des soutiens nationaux, européens, régionaux sur le sujet. Donc, ce n'est pas trop le problème du financement de se lancer dans la démarche. Un interlocuteur aussi pour les entreprises cyber, c'est souvent le prestataire informatique, le prestataire IT qui a la capacité à faire justement cette interface entre la capacité d'intégrer des solutions cyber et puis de dialoguer avec l'agroalimentaire. Régis, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot justement sur ce rôle également? Oui, vous m'entendez là, c'est bon? Donc, bonjour à tous, donc, moi je suis Régis Menetti, je suis chef des ventes chez Provexio. Provexio, on est opérateur de services numériques spécialisés pour l'entreprise. Alors, ce que je peux vous dire concernant... alors, redites-moi la question, Tiffany, excusez-moi. Oui, c'était le rôle finalement. Ah oui, le rôle, pardon. Le rôle, effectivement, c'est de pouvoir faire externaliser le service. Donc du coup, nous, on va pouvoir accompagner nos clients, puisque toutes les structures, donc toutes les boîtes agroalimentaires, et Olivier, il l'a dit, il a multiplié, il a effectivement un effectif qui est plus volumineux qu'avant, parce qu'effectivement, le métier a énormément changé. On doit faire face à toutes ces nouvelles menaces et tous ces impacts, et donc, du coup, avoir du service de qualité. Ok. Et donc Provexio, dans votre accompagnement sur l'agroalimentaire, vous intégrez aussi des solutions, des logiciels, et vous êtes un partenaire de confiance pour un industriel de l'agro. Alors c'est ça justement, du coup, comme toutes les structures ne sont pas organisées de cette manière, on va proposer du service managé pour les entreprises, de la cybersécurité as a service. Et donc du coup, on a parlé de l'EDR tout à l'heure, on va proposer du SOC externalisé. Donc ce sont des équipes qui vont pouvoir collecter les informations du système d'information du client et donc du coup les piloter et faire de la remédiation si nécessaire. Après, en préambule, avant tout ça, sur la partie infrastructure, on parle beaucoup de cybersécurité. Il faut aussi penser à mettre en place cette notion de plan de reprise d'activité et de plan de continuité d'activité et le mesurer. Lorsqu'on met en place et on définit un plan de reprise d'activité, si on ne joue pas les plans de reprise d'activité, on peut définir 1 heure d'arrêt de service, 2 heures d'arrêt de service. Et effectivement, avec le temps, avec le fil de l'eau, ce ne sera jamais la même chose. Donc ça, c'est les premières choses à mettre en place. Comme on l'évoquait, en fait, la Bretagne est un territoire où il y a beaucoup de compétences en cybersécurité, que ce soit en formation ou en solution ou en entreprise, en capacité de vous accompagner. Mais il n'y a pas que la Bretagne. Le territoire français est plutôt bien doté. Il y a une vraie volonté stratégique et étatique d'avoir une industrie française de la cyber. Et on a des éditeurs, donc des sociétés qui portent des solutions. Oversoft, vous avez des solutions assez innovantes et une approche aussi
qui est intéressante, justement en particulier quand on est une grande structure, qu'on est une équipe RSSI, qu'on a déjà beaucoup d'outils. Vous avez une approche pour optimiser justement l'ensemble de la gestion de ces outils de supervision des systèmes d'information. Est-ce que vous pouvez nous les décrire un peu, Antoine? Oui, donc bonjour à tous, Antoine Martins, Oversoc, donc en charge du développement de la start-up lilloise, effectivement incubée au campus cyber à Lille. Oversoc, notre approche, elle est assez simple. On a fait un constat, et on n'est pas les seuls, c'est qu'aujourd'hui, en matière de surface d'attaque, c'est de plus en plus complexe de la maîtriser. Pourquoi c'est complexe? Parce qu'il y a des phénomènes de bring your own device, donc d'amener son propre matériel en entreprise. Le fait, on l'a vu post-Covid, l'expansion, le développement du télétravail, fait qu'aujourd'hui, maîtriser cette surface d'attaque, c'est complexe. Et ce qu'on a vu, suite à cette évolution de la surface d'attaque, en termes de phénomènes se développer, c'est le fait d'additionner un certain nombre de solutions, cyber ou non, pour maîtriser cette surface d'attaque. Mais en face, et on l'a dit en partie, il me semble, juste avant, les profils cyber sur le marché, ça ne court pas les rues aujourd'hui. Et on est en train, effectivement, avec toutes les entités qui gravitent autour de la cyber, de développer de plus en plus de compétences autour de ces profils. Donc quand on a fait ce constat, Oversoc, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas un travail à faire, nous, en tant qu'éditeurs, c'est-à-dire de corréler l'ensemble des données que vous pourriez avoir dans votre système d'information d'un point de vue cyber pour vous permettre de prendre la décision la plus efficace possible en matière de remédiation. Et donc ce qu'on propose chez Oversoc, pour faire une comparaison avec l'industrie agroalimentaire, c'est vous permettre finalement, vous, sur votre site de production, de vous dire, avant de mettre une caméra de vidéosurveillance, avant de mettre en place des agents de sécurité pour veiller, on va dire, à la sécurité du site, on va tout simplement vous conseiller de mettre peut-être un verrou sur la porte d'entrée de ce dernier. Alors je suppose que vous dites, mais ça c'est fait systématiquement. Sur un site de production industrielle, vraisemblablement oui. En matière de cyber, la security by design, ce n'est pas quelque chose qui est fait systématiquement. Et on se rend compte, et on le voit nous avec nos clients, qu'il y a un certain nombre d'actions qui pourraient être menées, j'ai envie de dire de manière très simple, qui ne sont pas forcément menées. Et l'attaquant, lui, le sait. Donc c'est là tout l'enjeu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Oversoc, on a vraiment vu se développer sur notre clientèle l'ensemble des ETI que l'on pourrait retrouver. Donc ça demande une certaine maturité. Hein. Une toute petite PME, potentiellement, on n'aurait pas d'intérêt d'avoir une solution comme Oversoc. Mais à partir du moment où vous avez une maturité, un nombre de données d'intérêt cyber qui gravitent dans votre SI, là, vous pourriez trouver un intérêt. Merci beaucoup. Juste pour compléter les interventions, en particulier sur avoir une vision un petit peu globale de ce qui se passe en agroalimentaire au regard des menaces, sachez que OWN a édité un rapport qui est justement un rapport sectoriel dédié à l'agroalimentaire et aux menaces cyber en agro. N'hésitez pas à passer sur le village cyber, vous y aurez accès, il est libre de droit et à disposition sur le village. Je voulais aussi, Jean-Charles, qu'on évoque justement cette capacité à accompagner par l'analyse de risque, par des plateformes, à faciliter l'accès au sujet cybersécurité pour des non-spécialistes. Et une entité comme Formine a on va dire, assez connue, c'est une grande enseigne et ça aide aussi parfois un acteur à trouver de la ressource et un accompagnement. Et quelle est cette culture cybersécurité et cette approche que vous développez justement? Effectivement, c'est exactement ce que tu disais. Nous, on approche par les risques. Il y a les risques SSI, les risques sécurité, mais nous, on aime bien les corréler avec les risques métiers, les risques des entreprises agro, pour identifier ce qui a de la valeur dans l'entreprise et pour pouvoir mettre le bon niveau de sécurité par rapport au métier de l'entreprise. Donc nous, on approche vraiment par les risques. On a un cabinet de conseil. Nous, on fait que du consulting, on fait que de la cybersécurité. On est 300 consultants répartis un peu en France. On est une 50aine dans l'Ouest. Et donc, nous, on a une approche uniquement et quasiment exclusivement par les risques. Voilà. Nous, on fait d'abord des analyses de risques et après, on propose les meilleures solutions, qui sont les solutions de mes petits copains aux alentours, qui peuvent nous aider et aider surtout l'entreprise à augmenter son niveau de maturité. L'objectif, c'est vraiment ça, d'augmenter le niveau de maturité de chacune des entreprises.
Je rappelle que l'adage dit que c'est pas quand je vais me faire attaquer, enfin c'est pas si je vais me faire attaquer, mais c'est plutôt quand je vais me faire attaquer. Maintenant, aujourd'hui, on est là. Donc l'objectif, c'est que ce soit le plus complexe pour les attaquants, pour qu'ils décident d'aller voir ailleurs, plutôt que de passer beaucoup de temps à essayer d'entrer dans une société, dans une de vos entreprises, parce que c'est compliqué, parce qu'on a mis des bons outils de sécurité. Olivier, quand on a justement une démarche à mettre en place, on commence par quoi? Parce que finalement, là, on vient de parcourir beaucoup de sujets, d'offrir plein d'approches différentes. On commence par de l'outillage, on commence par ses sauvegardes, on commence par sensibiliser son personnel. En tout cas, du point de vue, vous, de votre expérience, quelle a été la progression dans la démarche? Parce qu'il y a bien une progression, on ne passe pas de rien à tout. Et quelles ont été les étapes, en fait, un peu marquantes? Alors moi, je vais dire, ça va être un peu différent, c'est qu'on a commencé par l'outillage, on n'avait pas trop le choix. Hein. Quand vous venez de subir une cyberattaque, il faut tout de suite s'équiper. Donc nous, ça a été le déploiement des EDR, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, même si je suis convaincu que c'est un des premiers outils qu'il faut déployer. Et effectivement, quand vous remettez en service des serveurs, donc des données, des applications, il faut les sauvegarder parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, ça peut revenir. Donc il faut être prêt à ça. Voilà, donc moi, si j'avais des conseils à donner sur la méthode ou sur les premières choses à mettre en œuvre, ce serait ça, quoi. Et la sensibilisation, après, je pense que ça, dans les premières étapes, déjà, c'est effectivement moi, ça a été le cas de déployer des outils. Ensuite, la sensibilisation, tout à l'heure, je le disais, hein, le premier vecteur d'attaque, c'est quand même la messagerie. Donc, sensibiliser nos utilisateurs autour de ces problématiques, hein, de cette menace. Il ne faut pas que la cybersécurité soit un sujet de DSI, que ce soit un sujet d'entreprise. Voilà. Et effectivement, la sensibilisation fait partie on va dire de ce qu'on doit mettre en œuvre pour se protéger des menaces externes. Des campagnes, voilà. Il y a souvent, on parle du mois de la cyber au mois d'octobre. Nous, on le fait au mois d'avril et on change chaque année pour ne pas habituer les gens à un moment précis de l'année. Donc nous, on le change chaque année. C'est une vision des choses. Il y a des outils qui sont là pour ça, qui sont très bien, qui font des tests de phishing, qui font de la formation en ligne, etc. Donc c'est plutôt des choses intéressantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont orientées gaming. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça permet de sensibiliser nos utilisateurs, mais aussi d'aller chercher un trophée. Donc ça, c'est intéressant pour eux. Voilà. Ok. La particularité de la filière cyber en France, c'est qu'il y a beaucoup de petits. Alors vous êtes dans un environnement agroalimentaire où il y a beaucoup de très gros. La culture industrielle française en cybersécurité, il y a des grands, mais il y a aussi beaucoup de PME. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu là, c'est une approche aussi par les compétences au sein des PME, une certaine expertise. Alors j'ai envie d'être un peu provoque. Est-ce que justement, quand on vient du monde de l'agroalimentaire, on fait facilement confiance à des PME et on n'a pas plutôt envie d'aller vers des grands groupes, des grandes enseignes et comment est-ce que justement la PME peut tirer son épingle du jeu dans cet environnement de la cybersécurité au service des industriels agro? Qui veut répondre à cette question? Je vais tenter ma chance et puis quelqu'un fera certainement mieux après. Ou pas. De mon point de vue, ça dépend surtout en fait de la personne qui va gérer le sujet dans. On va parler plutôt d'ETI dans l'agro, dans l'ETI en question. Globalement, j'ai vu les deux profils, des profils à la fois de dirigeants, de DAF, de responsables informatiques, qui avaient plutôt tendance à vouloir aller naturellement vers un grand groupe. Les éternels Orange Cyberdéfense, Advance, etc. En se disant c'est la sécurité, je prends pas de risque, je fais ça et tout va bien se passer. Alors des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien, mais j'ai envie de dire comme pour tout le monde. Et d'autres structures qui à l'inverse, alors souvent après une première mauvaise expérience avec un grand compte, ont tendance à revenir vers des structures plus petites parce que elles ont pour l'industrie d'autres approches. Ce matin, justement, j'écrivais ça à un de mes collègues, c'est qu'aujourd'hui, le modèle de l'ESN classique, on va dire, qui a un objectif, vendre du jour en temps partagé avec des engagements de 1 an, 2 ans, 3 ans dans la structure,
C'est pas ça qu'on cherche en fait quand on veut faire de la cyber dans une PME ou même une ETI. Il y a des sujets qui sont tellement multiples qu'on a besoin d'experts multiples et parfois sur quelques jours. Et en fait, on n'en a rien à faire en fait du grand groupe qui veut placer 1, 2, 3 ETP qui vont nous coûter des centaines de milliers d'euros par an. Enfin, c'est fini ça. Donc en fait, ces structures-là ont tendance à ce moment-là à plutôt aller vers des petits. Pour compléter ce que tu dis, on s'aperçoit, enfin moi je m'aperçois beaucoup qu'il y a la proximité géographique qui intervient beaucoup aussi, notamment dans le monde industriel en général et en particulier dans l'agro. Ils aiment bien que les consultants soient chez eux et participent. Et même nous, on préfère ça aussi parce que comme ça permet de découvrir pas mal de choses en étant sur site, en échangeant avec les gens, de pouvoir vraiment apporter et de voir un peu le vrai niveau de maturité cyber pour tout le monde, de chacun, du DG jusqu'à la secrétaire, et d'avoir voilà, une vraie vue en étant immergé dans l'entreprise. C'est quoi la priorité à protéger quand on travaille dans l'agroalimentaire? Les enjeux, c'est protéger les innovations, c'est les recettes, c'est garantir sa continuité d'activité. Olivier, dans l'activité de Coperle, ou est-ce que ça dépend des filières aussi? Alors moi, je suis très orienté défense du business en fait. Donc moi, ça va être ma continuité d'activité. Donc dans tout le dispositif, en tout cas au départ, hein, dans tout ce que j'ai mis en œuvre, c'était s'entraîner à la prochaine guerre en fait. C'est un peu ça. On a beaucoup travaillé sur comment la gestion de crise. On a beaucoup travaillé sur nos systèmes de sauvegarde. Et tout à l'heure, je vous parlais de journées guerre. On a mis en place des journées guerre où on s'entraîne à restaurer en masse. Voilà. Donc moi, si j'avais une priorité, c'est celle-là, quoi, le business, quoi. Et en termes de budget, du coup, cette attaque cyber, c'est-à-dire il y a un avant, un après, ce que vous disiez par rapport aux équipes, vous avez doublé à peu près l'équipe, je crois, hein, de RSSI. En budget, alors il ne s'agit pas de donner le montant, mais ça a permis vraiment de débloquer et de faire que ce sujet devienne un sujet de COMEX, par exemple? Alors, comme je disais tout à l'heure, ça a débloqué beaucoup de choses. Alors, moi, je suis passé d'une équipe, d'un département à infrastructure qui était une vingtaine de personnes qui géraient, on faisait tout, hein, exploitation, expertise, système, réseau, etc. Et en fait, quand c'est arrivé, j'ai pu créer un département en créant des pôles d'expertise. C'est pour ça qu'on est 40 aujourd'hui, parce qu'on a des pôles spécialisés, donc sur la partie système, sur la partie réseau et sur la partie exploitation. Et bien sûr, un pôle cybersécurité en mode expertise. Tout le fait qu'on soit arrivé à 40. D'accord. Vraiment, on faisait un peu tout. Et en termes de budget, alors je ne vais pas vous donner les chiffres, mais ça a débloqué aujourd'hui. On a un budget cybersécurité. Avant, il était intégré au budget infrastructure. Oui, ça a débloqué énormément de choses. Voilà, on peut dire ça fait pas x10, mais presque. Voilà, on met les moyens pour se défendre, hein, et c'est comme une assurance. Hein, voilà. Et au niveau des COMEX, on va dire, aujourd'hui, j'ai un comité de direction cybersécurité avec mon directeur général 3 à 4 fois par an, ce qu'il n'y avait pas avant. Voilà. Avant de passer le micro à la salle pour quelques questions, un conseil, une démarche, voilà, quelque chose d'un peu pragmatique et opérationnel pour rassurer et donner envie à nos auditeurs de venir incrémenter leur démarche en cybersécurité. Ça passerait par quoi, par vous? Par venir nous voir au hall 2. C'est bien. On a beaucoup parlé d'EDR, on a parlé de phishing, on n'a pas parlé aussi de chiffrement, on n'a pas parlé de coffre-fort numérique pour les mots de passe. Effectivement, le phishing, bon, il y a les sensibilisations et c'est très important, mais il y a des petites astuces comme un petit coffre-fort qui permet aussi de renouveler les mots de passe avec des mots de passe un peu plus durcis, qui évite une prise de main sur la boîte de messagerie du collaborateur, et aussi dans l'agroalimentaire, des brevets à protéger, donc du chiffrement de données, par exemple. Moi, c'est une sorte de conseil combiné. En ce moment, il y a beaucoup de donneurs d'ordre qui viennent voir les PME, les ETI, en disant voilà une nouvelle annexe de 30 pages qu'on va rajouter au contrat, et ça parle que de cyber et on comprend absolument rien. Et on a l'impression que c'est immuable en fait. Tout ce qui est écrit là-dedans, on doit être capable de le faire. Alors qu'en fait, c'est comme tout le reste. Vous négociez les prix, vous négociez les clauses de responsabilité, vous négociez tout le reste. Pourquoi vous ne négociez pas la cyber? La cyber, ça se négocie comme tout le reste. Mais pour pouvoir le négocier, il faut avoir quelques balles, donc il faut avoir commencé à faire des choses.
Et j'ai envie de dire que c'est le meilleur moment parce qu'en ce moment, il y a des financements de tous les côtés, qu'on soit une PME, une ETI. Il existe absolument des choses pour tout le monde. Donc c'est le meilleur moment de démarrer, d'autant que les attaquants, même s'ils font un peu mieux que les années précédentes, on n'est pas encore impressionné. Et alors, pour moi, les deux conseils que j'ai en tête, déjà, pour revenir au sujet du coût maîtrisé, ce qu'il faut savoir, c'est que la cyber, c'est pas forcément très cher. Il existe des solutions open source sur le marché qui fonctionnent très bien. Alors, pour ceux qui connaissent l'Active Directory, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup ici, au cas où je le cite quand même, mais Pink Castle, par exemple. C'est des solutions qui vous permettent déjà d'avoir un premier état des lieux de potentiellement les axes d'amélioration que vous pourriez mettre en place pour vous prémunir du risque cyber. Et ça, clairement, le seul coût, c'est le temps que vous allez y passer et la volonté que vous allez y mettre. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, on l'a dit déjà à maintes reprises, mais investir dans l'humain au travers de campagnes de phishing. Alors on peut se dire, bon, là, on n'investit pas trop. Ben si, parce que vous allez pouvoir identifier les axes d'amélioration que vous allez pouvoir mener. Et l'humain, c'est aussi finalement ce qui devrait être au cœur de votre stratégie cyber. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que tout à l'heure, côté Lensibles, on l'a bien rappelé. Voilà. Ça peut être aussi le maillon fort, finalement. Exactement, c'est pas que le maillon faible. Exactement. Alors, il y a un sujet, et parce qu'on a un absent autour de la table, c'est le sujet de... Ah oui, pardon, Jean-Charles. Non, je voulais juste rajouter un dernier élément dont on n'a pas parlé, c'est de s'occuper de ses fournisseurs aussi. C'est souvent des vecteurs d'attaque aujourd'hui, de passer par des fournisseurs pour vous attaquer. Donc c'est important de les prendre en compte et les exigences que vous appliquez à vous, il faut faire en sorte qu'elles soient appliquées à vos fournisseurs également. C'est important. Alors ça, on fait comment pour faire ça? On fait ce qu'on appelle des PAS, des plans d'assurance sécurité, qui permettent de mettre dans les contrats certaines exigences de sécurité vis-à-vis de vos fournisseurs, notamment qui vous préviennent en cas de problème, qu'on coupe rapidement si jamais il y a un accès à votre SI, ce genre de choses qui sont des choses simples à mettre en place, mais qui sont efficaces pour éviter qu'une attaque survienne. Et pour rédiger son plan assurance sécurité, on fait appel à... On fait appel à un cabinet. Aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal à pouvoir le faire. Ça commence par une PSSI, une politique de sécurité, et après on va la reporter par rapport aux exigences qu'on s'est fixées dans notre politique de sécurité à nos fournisseurs. Oui, je disais, il y a un absent autour de la table qu'on a évoqué quand même à demi-mot, en particulier Olivier l'a évoqué, c'est l'assurance cyber, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler. Vous pouvez vous poser la question et en fait, finalement, plutôt que d'investir dans de l'outillage ou dans de la formation, bah, si je prends une assurance cyber, qu'est-ce que ça couvre et finalement, ça ne prend pas tant que ça, cette notion d'assurance cyber. Alors, je ne sais pas, au sein de Cooperl, vous avez investi. Ouais. Alors nous, quand on a subi cette cyberattaque, on s'est mis en ordre de marche pour être bon, en tout cas, de mettre un dispositif cyber en place. La cyberassurance en a fait partie. 6 mois après, on a été audité pour la passer. On a réussi, on a eu une cyberassurance. On l'a eu 2 ans. Voilà. On avait le niveau, clairement, avec des prix qui étaient... parce que ça a beaucoup augmenté, etc., ces dernières années. Voilà. Alors moi j'ai une position qui est un peu différente. Pour moi la cyberassurance, je ne vais pas dire que ça n'a pas d'intérêt, mais voilà, vu les montants aujourd'hui, à la rigueur il faut peut-être le provisionner. En tout cas ça c'est mon avis à moi. Alors c'est pareil, et peut-être mettre cet argent dans des outils ou des audits sur assuré. Après c'est mon avis à moi, voilà. Nous, en tant qu'intégrateur de solutions cyber, on a beaucoup de clients qui veulent se faire assurer. Et donc, en consultant les assurances, se rendent compte que face à ce check-up ou cet audit, ils ne sont pas conformes. Et donc, naturellement, ils viennent nous solliciter pour mettre en place les briques, parce que sinon, l'assurance, elle est plus chère. Elle est plus chère parce que si on n'a pas les bonnes briques et le constat fait que le client il est sensible et il n'est pas mature, naturellement l'assurance va coûter beaucoup plus cher et ils prennent des garde-fous et ils font attention à ces sujets-là. Donc il faut, avant peut-être de consulter une assurance, vérifier et faire ce fameux audit. On l'a entendu tout à l'heure et on l'entend un peu beaucoup, l'audit qui permet de savoir où on en est, ce qu'on a besoin et par la suite mettre en place les bonnes briques en fonction de son activité. Ok, très bien. Donc vous l'avez vu, en fait, on a un panorama
d'accompagnement, de solutions. Il n'y a pas une seule solution, c'est vraiment une approche. C'est une démarche pas à pas. Vous n'allez pas passer de 0 à du 100% sécurisé. D'ailleurs, ça n'existe pas, en fait. C'est quand même une asymétrie dans cet enjeu de l'incident cyber. Pour autant, il y a des solutions en proximité. Je rebondis sur cette localité. Effectivement, la proximité géographique, c'est un élément important pour pouvoir entrer dans une démarche cyber, parce que c'est une démarche sur le long terme. Et donc, c'est plus facile d'avoir un prestataire, un expert, un accompagnant qui est à vos côtés en proximité géographique que de faire appel à un cabinet parisien où là, vous allez avoir une difficulté à établir un lien sur le long terme. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. N'ayez pas peur. Oui, je vous en prie. Attendez, je vais donner... Ouais. Ah, c'est bon. Oui, bonjour. Donc, Alban Leloir de la société Ovalt. Et je voudrais poser une question à Olivier Sauvage. Est-ce que vous, maintenant, vis-à-vis de votre vécu sur l'attaque, est-ce que vous avez aussi une nouvelle façon de sélectionner vos fournisseurs ou de les challenger par rapport aux solutions OT qui viennent mettre en place chez vous? Alors, oui, clairement. Surtout sur les applications SaaS. Tout ce qui est application on-premise, nous on a une politique on-premise, on les maîtrise, on maîtrise notre sécurité, on maîtrise nos sauvegardes, on maîtrise la résilience. Par contre, effectivement, sur les acteurs d'applications SaaS, moi je suis beaucoup derrière eux sur des questionnaires. Et en fait, maintenant, ça fait partie du processus. C'est-à-dire, les métiers sélectionnent un ou plusieurs fournisseurs, ils passent par la case cyber avec un premier questionnaire, des interviews et un plan assurance sécurité. Voilà. Et on les attend sur la sécurité des données, la sécurité des sauvegardes, la résilience. On les attend sur les EDR, les WAF, etc. Et le constat est un peu dramatique. J'en ai fait 5 en 1 mois et demi, 2 mois, et tous à côté. Tous. Pas un. On leur parle d'EDR, ils découvrent. On leur parle de WAF, ils découvrent. Ils ont des rétentions de sauvegarde à une journée. Voilà, voilà. C'est assez dramatique. Hein. Ils sont très orientés métier, fonctionnalité, mais pas tout ce qui est à côté. D'accord, merci. Alors j'ai une autre question. Alors, est-ce que à terme, vous pensez vous pourriez exiger, vous, industriel de l'agroalimentaire, d'être certifié IEC 62443 ou ISO 27001 à des fournisseurs OT? Leur demander d'être certifié? Voilà, ouais, d'avoir une certification, un gage. Ouais, peut-être sur les applications avec des données critiques, mode sur la partie SaaS. Par contre, je pense que ça va être une difficulté pour ceux qui interviennent sur notre SI. Ça, je pense, travailler, en leur demandant des certifications, ça pourrait être compliqué. Par contre, on peut leur imposer nos exigences. Déjà, passer par un bastion, c'est très compliqué pour certains parce qu'ils viennent tous avec leur petite solution de connexion de télémaintenance. Nous, c'est une vraie guerre. Faut déjà combattre ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, au-delà du plan assurance sécurité, au-delà du bastion, toutes les attaques qu'il y a eu dans les groupes agro, ce sont des externes. Voilà. Ils passaient par des VPN, sans MFA, etc., etc. Donc, moi, j'ai une grosse méfiance pour ces gens qui viennent de l'extérieur. Ok, je crois qu'en termes de délai, on arrive à la fin de cette intervention. Ce que je vous propose, c'est de continuer les échanges, et en particulier de venir nous voir sur ce village cybersécurité où l'ensemble des intervenants est présent. Donc le hall 2-3, village cyber, on est mentionné sur le plan. Et évidemment, on est à votre disposition. Merci beaucoup à tous et un grand merci à Olivier Sauvage d'avoir passé cette table ronde avec nous.